Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque le chapitre 3 pour les sources objectives du droit. Et rappelez-vous, ces cours sont évidemment utiles à la fois pour les DCG, pour la matière de l'UE1 fondamentaux du droit, mais c'est également utile pour à la fois ceux qui préparent les concours d'école de commerce, donc les premières années en ECT, mais aussi évidemment pour les premières STMG. Dans ce cours, nous verrons 4 choses. La première, c'est d'abord la liste de toutes les sources du droit. J'en listerai 9. La deuxième, c'est la hiérarchie de ces droits. Concrètement, quelle source prime sur quelle autre source. Et on n'oubliera pas évidemment de dire comment est-ce qu'on fait respecter cette hiérarchie. Troisièmement, il va nous falloir regarder quels sont les différents types de lois, qui est une des sources du droit objectif. Commençons d'abord par le commencement. Quelles sont les différentes sources du droit? La première, c'est la Constitution et le bloc de constitutionnalité. C'est tout ce qui régit les relations entre, d'une part, les institutions et d'autre part, d'autres institutions politiques. Ça institue le régime politique dans lequel nous sommes et par ailleurs, notamment dans le cadre du bloc de constitutionnalité, ça institue les valeurs que notre système politique veut porter. Deuxième source du droit, les traités internationaux. Ce sont en réalité les contrats que les États entre eux peuvent tisser. Nous avons, dans une vidéo précédente, parlé du droit international public et privé. Ils sont tous les deux issus de ces traités internationaux. Au sein de ces traités internationaux, on distingue deux traités qui sont relativement importantes, notamment quant à l'impact sur notre droit national. Il s'agit d'abord du droit de l'Union européenne, qui est un droit qui, en réalité, crée lui-même des institutions, les institutions européennes, qui ensuite vont créer du droit. On parle, pour ce qui crée les institutions, de droit originel de l'Union européenne, et pour les droits que ces institutions vont créer, de droits dérivés de l'Union européenne. Ces droits dérivés est lui-même distinct en deux types de normes. En effet, il y a d'abord le règlement européen qui vient s'appliquer directement dans les droits nationaux, et puis il y a les directives européennes. Ces directives européennes, elles ne visent qu'à lancer des objectifs pour tous les États membres de l'Union européenne, libres ensuite à eux, en visant cet objectif, de mettre en place une législation adaptée, adéquate, donc finalement qui ne sera pas exactement la même dans tous les États membres. Il s'agit donc là du droit de l'Union européenne. Mais attention, car il existe un autre type de droit européen issu d'un autre traité qui lui organise d'autres institutions. C'est le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est un espace qui est beaucoup plus large que l'Union européenne, mais qui en réalité s'ancre sur des éléments beaucoup plus restreints. Beaucoup plus restreint, puisqu'en fait, ce Conseil de l'Europe ne parle que des droits de l'homme, au travers la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce droit européen, qui est donc issu du Conseil de l'Europe, a beaucoup moins d'incidence sur le droit national. Mais néanmoins, il a des institutions propres, avec donc un organe juridictionnel propre qu'on aura l'occasion d'aborder dans le cadre du chapitre 4 sur l'organisation judiciaire. Revenons maintenant donc aux différentes sources du droit. On a vu qu'il y avait la Constitution, qu'il y avait donc les traités internationaux dans lesquels se trouve le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe. Et puis il y a d'autres sources qui sont donc des sources à la fois législatives et infralégislatives, c'est-à-dire en dessous de la loi. D'abord la loi, en effet, donc cette loi, elle est adoptée en France par le Parlement, qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, et donc la Constitution lui prévoit un certain domaine, elle agit sur un certain nombre de domaines. Outre la loi, il y a également les règlements, qui sont en réalité tous les actes administratifs pris par des exécutifs, c'est-à-dire par exemple le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, un préfet, un maire, etc., etc. Autre source très importante du droit, qui est la source qui nous permet justement d'unifier au maximum le droit, c'est la jurisprudence. Évidemment, les tribunaux vont tous interpréter la loi différemment en fonction évidemment des formations des magistrats. L'objectif pourtant, c'est bel et bien que le droit soit appliqué de la même manière à tout le monde sur le territoire. Et donc, dans cet objectif,
Pour un avocat, par exemple, c'est toujours intéressant d'aller regarder quelle a été l'interprétation d'un magistrat dans une situation donnée pour éventuellement, si son client se trouve dans la même situation, se dire que la peine doit être relativement similaire. Donc la jurisprudence est une source relativement importante du droit et en réalité, ce sur quoi le travail des avocats porte en grande partie. Les deux prochaines sources que je vais vous présenter, la doctrine et la coutume, sont elles aussi deux sources du droit. Néanmoins, on peut considérer que leur importance est relative. La doctrine, d'abord, c'est tout simplement l'ensemble des écrits, des auteurs, des spécialistes, des juristes qui vont chercher à comprendre la loi, à en donner une interprétation, et c'est à partir souvent de leurs écrits que la loi peut à la fois évoluer, mais surtout peut être interprétée. Et donc, en cela, les écrits des spécialistes, des experts juridiques, c'est évidemment une source en tant que telle. La dernière source, c'est la coutume, ce sont les usages. Concrètement, quand dans une société, des citoyens considèrent que agir d'une certaine manière est une sorte d'obligation, qu'ils le font de manière répétée, sans d'ailleurs se poser la question de savoir si c'est véritablement une règle de droit, une loi, eh bien on appelle ça une coutume. C'est un usage et en cela, donc, ça devient une sorte de règle de droit social dans lesquelles chacun peut se conformer. Néanmoins, la loi restera évidemment toujours au-dessus de toute coutume, et donc si une loi venait à être votée pour contredire une coutume, évidemment que cette coutume ne s'appliquerait plus. C'est par exemple le cas de la question de savoir si la femme doit prendre le nom de son mari lorsqu'elle se marie avec lui. C'est une coutume, c'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans la loi, mais qui néanmoins est aujourd'hui, pour beaucoup, une sorte d'obligation. Ce n'est pour autant pas une obligation et donc tout le monde n'a pas à l'appliquer et d'ailleurs tout le monde ne l'applique pas. C'est néanmoins toujours une source de droit. Nous avons donc maintenant nos 9 sources de droit, la Constitution, les traités internationaux, les lois, les règlements, la jurisprudence, la doctrine, la coutume et évidemment en plus de ces 7 sources, le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe. Maintenant, comment est-ce que ces droits se hiérarchisent? On l'a vu, hein, évidemment que toutes les sources n'ont pas la même puissance. Concrètement, la Constitution est tout en haut de la pyramide. C'est-à-dire que toutes les normes inférieures doivent la respecter. Vient ensuite le traité international, la loi, les règlements, la jurisprudence et enfin la doctrine et la coutume. Le droit de l'Union européenne est un petit peu particulier puisque c'est un traité international. Néanmoins, il est dans l'obligation que notre Constitution respecte ces institutions européennes. Et donc, il y a parfois un débat sur la question de savoir si le droit de l'Union européenne ne serait pas finalement un droit supérieur à notre Constitution. Cette hiérarchisation, évidemment, elle nécessite un contrôle de la part d'organes à qui on donne cette mission. Le contrôle principal, c'est un contrôle de constitutionnalité. Et ce contrôle, il est exercé par le Conseil constitutionnel. Deux types de contrôle de constitutionnalité existent. Nous reviendrons là-dessus. Par ailleurs, il y a un contrôle de conventionnalité, savoir si finalement les normes inférieures, et notamment la loi, respectent les traités internationaux, les conventions internationales, d'où le terme de contrôle de conventionnalité pour les conventions internationales. Il n'y a pour le coup pas d'organe dédié à ce contrôle de conventionnalité, puisque tous les tribunaux organisent ce contrôle de conventionnalité. Concrètement, si devant un tribunal vous considérez qu'un traité international n'est pas respecté par la loi qui doit vous être appliquée, eh bien, vous demanderez à ce que cette loi soit vérifiée, qu'il y ait un contrôle de conventionnalité sur cette loi, et c'est le tribunal qui est en train de vous juger qui pourra admettre que la loi sur laquelle est basé votre jugement n'est peut-être pas conforme à un traité international. Concernant le contrôle de constitutionnalité, comme je vous le disais, il y a deux types de contrôle. D'abord, un contrôle dit a priori, qu'on appelle aussi le contrôle de constitutionnalité par voie d'action. Il vise, comme les deux types de contrôle de constitutionnalité, à vérifier que la loi est conforme à la Constitution. Par voie d'action, pourquoi? Et a priori, pourquoi? Parce qu'en réalité, ce contrôle de constitutionnalité, il va intervenir entre le moment où le Parlement adopte une disposition et le moment où le président de la République
promulgue. C'est-à-dire que c'est après l'adoption par le Parlement, le vote par le Parlement de la loi, mais avant la promulgation. De façon à ce que finalement, quand le président de la République signe le texte de loi qui a été adopté, eh bien, il signe et promulgue une loi qui a été vérifiée dans sa constitutionnalité. Ce contrôle n'est néanmoins pas automatique. Il doit être demandé par une des institutions. Alors, je ne rentre pas forcément dans le détail, mais notamment par le président de la République, par le président, par l'un des présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ou par 60 parlementaires. Ce contrôle de constitutionnalité, c'est un contrôle qui existe depuis le début de la Ve République, qui est le régime dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le deuxième contrôle, c'est un contrôle a posteriori. Cette fois, la loi a déjà été adoptée, puis promulguée par le président de la République, mais soit parce qu'elle n'a pas été contrôlée a priori, puisque, comme je vous le disais, ça n'est pas automatique, soit parce que c'est une loi qui existe depuis bien avant la Ve République, eh bien, cette loi, on ne va la vérifier qu'après son adoption et donc après son exécution, parfois depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Le principe est simple, il s'agit en fait d'appliquer ce que l'on applique au contrôle de conventionnalité au contrôle de constitutionnalité. Concrètement, eh bien, c'est lors d'un procès qu'un justiciable qui se voit donc appliquer une législation, une loi, va demander à ce que cette loi soit vérifiée dans sa constitutionnalité, considérant notamment qu'elle pourrait être contraire à cette Constitution. Alors, ça n'est pas là aussi automatique, il est nécessaire de demander au juge s'il considère qu'il y a en effet un risque d'inconstitutionnalité, et ça n'est que si le juge considère qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité qu'il va demander au Conseil constitutionnel, par question prioritaire de constitutionnalité, si celui-ci considère que la loi qu'il a lui-même à appliquer, le juge, que cette loi est constitutionnelle ou pas. Donc, par voie d'exception, ça n'est tout de même pas le juge qui va juger de la constitutionnalité, c'est bien le Conseil constitutionnel. Néanmoins, c'est dans le cadre d'un procès que ce contrôle a posteriori, qu'on appelle aussi contrôle par voie d'exception, sera mis en place. Nous avons donc vu les sources du droit, nous avons vu la hiérarchie des droits, nous allons maintenant attaquer la question des différents types de lois. Notre Constitution prévoit 5 types de lois. La première, ce sont les lois ordinaires, votées à majorité simple par le Parlement et qui agissent dans la majorité des domaines du quotidien. La deuxième, ce sont les lois organiques, qui sont des lois qui, elles, viennent préciser des éléments de la Constitution. Par exemple, la Constitution précise qu'il est possible d'élire jusqu'à 577 députés, mais ne précise pas le nombre exact et ne précise pas non plus le mode de scrutin de ces députés. Eh bien, ce sont des lois organiques qui viennent organiser ce type de questions prévues dans la Constitution. Parce qu'elles sont plus constitutionnelles, ces lois... Non. Puisqu'évidemment, ce sont des lois qui viennent préciser la Constitution, on a besoin d'une majorité plus importante pour les adopter, généralement au-delà d'une majorité simple. Troisième type de loi, les lois référendaires, qui, comme leur nom l'indique, sont des lois qui sont prises par référendum et qui, par définition, est un mode d'adoption qui est relativement particulier, puisque, pour le coup, c'est de l'intégralité des Français, en tout cas des électeurs, qui peuvent se positionner sur une loi. Le quatrième type de loi, ce sont les lois constitutionnelles qui viennent modifier la Constitution. Et là aussi, nous sommes sur des lois qui sont relativement importantes et qui donc nécessitent un mode d'adoption relativement restreint. C'est beaucoup moins simple de modifier une loi constitutionnelle qu'une loi ordinaire. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle les ordonnances, qui sont en réalité des lois particulières, non pas quant au domaine visé, mais quant à leur mode d'adoption. En réalité, dans certains domaines, la loi, c'est-à-dire le Parlement, est le seul à pouvoir légiférer, à pouvoir décider. Les ordonnances ont cela comme particularité que c'est non pas le Parlement qui va les adopter, mais le gouvernement, sous contrôle néanmoins du Parlement. Comment ça se passe? Le gouvernement demande au Parlement si dans le domaine qui est pourtant son domaine à lui au Parlement, si le gouvernement peut légiférer. Le Parlement accepte ou n'accepte pas, et s'il accepte, le gouvernement a la possibilité donc de modifier une loi ordinaire par ordonnance, qui ont donc le même pouvoir législatif, normatif, qu'une loi ordinaire.
En clair, il y a donc deux types de lois, des lois qui sont votées par le Parlement, les lois ordinaires, les lois constitutionnelles, les lois organiques, et les lois qui ne sont pas votées par le Parlement, les lois référendaires et les lois ordonnances. La dernière chose dont on va parler, c'est de l'élaboration d'une loi et de ce processus d'élaboration. La première étape, c'est d'abord qu'il y ait une proposition qui vient du Parlement ou un projet de loi si cette proposition vient du gouvernement. Une fois ce projet ou cette proposition déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les parlementaires, députés ou sénateurs, vont examiner le texte en commission. Ils vont à ce moment-là faire des amendements et donc dans ce cadre faire évoluer le texte. Une fois le texte modifié au Sénat ou à l'Assemblée, ce texte est voté dans cette même chambre. Mais parce que nous sommes dans un processus avec deux chambres d'élus, le Sénat et l'Assemblée nationale, une fois que l'Assemblée nationale en premier ou le Sénat en premier, tout dépend des textes, a voté, eh bien c'est à la chambre suivante de voter. C'est-à-dire, si l'Assemblée nationale a voté, c'est au Sénat ensuite. Si c'est le Sénat qui a voté, c'est à l'Assemblée nationale ensuite. L'objectif, c'est qu'à la fin, les deux chambres votent exactement le même texte dans les mêmes termes. C'est-à-dire qu'à la virgule près, il faut que ce soit le même texte. Concrètement, pour ça, il peut y avoir différentes navettes entre les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. C'est-à-dire que ce processus, qui donc consiste à mettre en place des amendements, à modifier le texte, reprend plusieurs fois si nécessaire. Une fois que le texte a été adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, alors le texte peut d'une part être contrôlé par le Conseil constitutionnel si les 60 parlementaires le saisissent ou si le président, le Premier ministre ou l'un des présidents des deux assemblées décide de le soumettre au Conseil constitutionnel. Et sinon, si le texte n'est pas contrôlé ou bien si le Conseil constitutionnel considère qu'il est valide, eh bien, il est promulgué sous 15 jours par le président de la République. Il apparaît normalement au journal officiel dès le lendemain et le lendemain suivant, il doit être mis en application. Nous avons donc vu ensemble les 4 éléments importants de ce chapitre. D'abord, les 9 sources du droit, ensuite leur hiérarchisation avec le processus notamment de contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité, soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Nous avons vu ensuite les différents types de lois, les 5 types de lois qui existent dans notre Constitution. Et enfin, nous avons abordé le processus d'élaboration d'une loi ordinaire avec ce mécanisme notamment de la navette parlementaire. Ce cours est donc terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec joie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et pensez évidemment à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite.